Comment elles fonctionnent, les associations culturelles employeuses? Elles mettent quand même plus peut-être la personne, le sujet en tant qu'acteur. C'est un monde aussi très technique, administratif. Elles travaillent avec énormément de public. On les trouve vraiment partout en fait en France, sur tous les territoires. Elles ont une polyactivité. Les associations culturelles employeuses, elles ont appris à devenir des employeurs. Est-ce qu'on va être bon? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va convaincre? Qu'est-ce que ça va être en 2023? On ne sait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être un peu équipé, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Profession Culture. Le phénomène associatif est en pleine expansion en France. Selon une étude menée par Viviane Tchernonog et Lionel Proutot, nous sommes passés de 1,3 à 1,5 million d'associations entre 2011 et 2017. La plupart d'entre elles ne comptent pas de salariés. Le secteur artistique et culturel participe de ce développement puisqu'il est passé en 10 ans de 250 000 à 350 000 associations culturelles. Parmi celles-ci, il y a les associations employeuses. L'association Opale, structure spécialisée depuis plus de 30 ans dans le soutien et l'accompagnement aux initiatives artistiques et culturelles, associatives et coopératives, a publié les résultats de la seconde édition de son enquête sur ces associations culturelles employeuses. En 2007, on recensait 30 000 associations culturelles employeuses. Aujourd'hui, elles sont plus de 40 000, soit une augmentation de près de 35%. Évidemment, cette augmentation n'est pas sans poser de nombreuses questions. Qu'est-ce qui explique un tel engouement? Quelles sont les évolutions majeures observées au cours de ces dernières années? Le fait que les associations se multiplient ne risque-t-il pas de fragmenter toujours plus les subventions, d'aller vers une logique de marché concurrentiel? Et puis, évidemment, contexte oblige, la crise sanitaire a-t-elle un effet sur ce phénomène? En bref, association culturelle employeuse, que cache ce phénomène en pleine explosion? Pour répondre à ces interrogations, nous recevons aujourd'hui Cécile Offroy. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférences associé à l'université Sorbonne Paris-Nord, membre du laboratoire IRIS EHESS et responsable d'études à Opale. Luc Delarmina, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et co-directeur d'Opale, association que je viens de présenter. Et enfin, Lucie Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Main-d'œuvre, lieu artistique, culturel et citoyen, dédié à la création émergente à Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, et en même temps, présidente de l'usine à chapeaux, MJC SMAC et centre social à Rambouillet, dans les Yvelines. Alors, ma première question porte évidemment sur l'étude que vous avez menée, Cécile et Luc. On va d'abord commencer par circonscrire un peu le périmètre de notre discussion. Qu'est-ce qu'une association employeuse et quelles en sont en gros les caractéristiques principales ? Alors, peut-être techniquement, une association culturelle employeuse, c'est tout d'abord une association, c'est-à-dire une structure à but non lucratif, qui a donc été créée dans une finalité qui n'est pas d'enrichir ses associés. Ensuite, c'est une association donc culturelle, c'est-à-dire dont l'activité est partiellement ou totalement culturelle au sens de l'INSEE. Et enfin, employeuse, c'est-à-dire une association qui a rémunéré au moins 1 heure de travail salarié au cours de l'année de référence de l'enquête, à savoir 2018. En ce qui concerne donc l'enquête que vous citiez. Après, concrètement, évidemment, les associations culturelles employeuses, elles couvrent, comme vous l'avez souligné, tout le spectre en fait des activités artistiques et culturelles. Donc, ça va des radios aux festivals, en passant par les écomusées, les lieux de diffusion, les écoles de musique, les bureaux de production, etc., etc. Peut-être, pour commencer, peut-être 2 choses qui les caractérisent. D'abord, les 2 tiers sont situés dans le secteur du spectacle vivant, où 80% des employeurs sont des associations. Et puis l'autre chose, c'est que on les trouve vraiment partout, en fait, en France, sur tous les territoires, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et quel type d'activité aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, dans votre étude, vous avez pu voir une évolution dans les activités que gèrent ces associations?
Oui, l'autre, ça c'est une autre caractéristique, c'est que en règle générale, elles ont une fonction, création, diffusion, éducation, préservation, mais très souvent elles ont une polyactivité, elles peuvent condenser plusieurs fonctions. Et par contre, une des fonctions qui ressort énormément, c'est ce que nous on a classé dans éducation artistique et culturelle, qui comporte en fait un ensemble action culturelle, médiation, etc. Et donc ça c'est pratiquement 8 associations sur 10 qui font ce travail-là. C'est vraiment une des caractéristiques assez fortes. L'autre caractéristique, c'est quand même qu'elle travaille avec énormément de publics qui peuvent être soit dans des lieux clos dont ils ne peuvent sortir, soit par âge, des personnes plus âgées ou des enfants. Ils travaillent énormément sur donc l'éducation, on l'a dit, mais aussi auprès des jeunes publics. Peut-être une autre caractéristique quand même de ces associations qui se situent vraiment entre, c'est même pas entre, c'est à côté des institutions publiques et des industries culturelles. C'est vraiment un ensemble qui est pratiquement équivalent, on le verra en nombre de salariés et en activité. C'est qu'elles mettent quand même plus peut-être la personne, le sujet en tant qu'acteur, plus qu'en tant que consommateur. Donc, effectivement, on va les retrouver dans les pratiques artistiques en amateur. On voit que sur leur territoire, elles ont des partenariats, mais avec très divers, avec l'éducation, avec le social, l'environnement. Et c'est vraiment des structures ancrées sur tous les territoires, comme le disait Cécile, et en plus en partenariat vraiment très fort. Et entre elles développent, c'est ce que l'enquête nous a quand même montré, des formes de mutualisation informelles et aussi très formelles, prêt de matériel, mise à disposition, des choses comme ça, voire coopération sur des projets, et de manière vraiment très très forte. Justement, à ce sujet-là, dans votre étude, vous dites que 9 associations sur 10 ont des pratiques de coopération, mutualisation. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'est-ce que ça englobe, cette mutualisation, cette coopération? Ça englobe alors à la fois des pratiques assez informelles, comme vient de le souligner Luc, c'est-à-dire des échanges d'informations, de connaissances, des coups de main qui peuvent être donnés. Ça implique aussi pour la moitié de ces associations du partage du prêt de matériel. Donc, ce qui veut dire une mutualisation qui a une dimension économique, des partages de locaux aussi, également comme le soulignait également Luc, de la co-réalisation de projets importants, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un projet dans son coin, mais on va associer en fait à ce projet, sur ce projet, différents acteurs du territoire, du champ social, du champ culturel, etc. Et puis enfin, ça peut impliquer aussi de la mutualisation d'emplois. Et concrètement, dans 2 lieux très très différents que sont l'usine à Chapeau à Rambouillet et puis Main-d'œuvre à Saint-Ouen, est-ce que vous mettez en place ces pratiques de mutualisation? Comment vous les mettez en pratique? Quelle est la philosophie derrière aussi? Mais c'est complètement à la racine du projet. En fait, la structure, le canevas, la mécanique fonctionne grâce à la mutualisation en fait dès le départ. Donc c'est tout simple, mais on va le retrouver dans plein d'autres secteurs d'activité. Mais on va avoir, par exemple, si on parle de l'emploi, des fonctions support qui vont rayonner sur l'ensemble de la structure et qui vont permettre, du coup, quand on est pluridisciplinaire, qu'on a plusieurs activités différentes, mais à faire exister, cohabiter ensemble, eh bien, les fonctions support vont rayonner sur chaque discipline pour éviter d'avoir une multiplication des mêmes fonctions à plusieurs endroits. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'être en transversalité. Ça peut se traduire par tout un tas de systèmes d'organisation, à la fois sur le plan humain, sur le plan matériel. Effectivement, comme tu le dis, Cécile. Mais justement, entre la réalité de Rambouillet, qui est une ville, on va dire, de fond de région parisienne, de banlieue parisienne, plus installée dans un contexte rural, on va dire, et Saint-Ouen, qui est très, très, très urbanisé, dans le 93, est-ce que c'est les mêmes principes de mutualisation ou vous ajustez, il y a des ajustements qui se font en fonction des réalités? C'est les mêmes principes. Après, c'est pas tout à fait le même projet, c'est pas le même territoire, c'est pas exactement les mêmes problématiques de territoire, et donc on s'adapte en fonction de ce qu'on a travaillé.
effectivement, Luc, ce que tu dis sur cette question de travail territorial, vraiment d'être collé un peu aux réalités de terrain, elle est inhérente au projet, et donc il faut cet assemblage en fait entre ce qu'on travaille, la matière, elle est locale, hein, donc c'est les artistes, les habitants, les acteurs locaux, hein, et donc l'idée c'est de faire cohabiter tout ça pour créer un système d'organisation qui permet à tout le monde de pouvoir se nourrir du projet collectivement. Donc du coup, oui, c'est complètement deux territoires, deux ambiances. Et pour revenir est-ce que là, pour le coup, je m'adresse aussi bien à Lucie qu'à vous, Cécile et Luc, comment vous expliquez ce phénomène, en fait, en introduction, je citais les chiffres, donc 250 000 à 350 000 de manière générale, et pour les employeuses, 30 à 40 000 en même pas 10 ans. Comment vous expliquez ce phénomène ? En fait, on répond pas de manière complètement formelle dans l'enquête à cette question. Quelles sont vos hypothèses ? Après, voilà, on a quelques hypothèses. L'hypothèse qui arrive quand même, pour moi en tout cas en premier, c'est quand même l'envie, le souci de participer. Donc c'est quand même une bonne illustration de la démocratie en fait. Et je crois qu'il y a vraiment un désir de participer aussi à sa vie culturelle et dans toute sa diversité. Après, bien sûr que il y a l'hypothèse aussi, comme on le disait, quand on parle de tous les territoires, c'est dans des territoires très ruraux, dans des territoires très populaires où il n'y a pas tant d'équipements culturels ou, j'allais dire, de vie culturelle que ça. Et donc, là, ces associations, elles répondent effectivement à des besoins qui sont couverts ni par le service public, ni par le lucratif, par le secteur marchand, par les industries, parce que tout simplement, c'est pas assez rentable. Donc oui, ça répond forcément à ça. On l'évoquait tout à l'heure sur les pratiques artistiques en amateur, il y a quand même une progression très très forte des pratiques artistiques en amateur, et les associations sont quand même le réceptacle de ces pratiques. Donc voilà, il y a vraiment des raisons comme ça. Après, pour moi, ce qui me semble important, c'est j'allais dire la diversité culturelle artistique et le désir effectivement de participer à cette vie culturelle. Ouais, alors après, en ce qui concerne en tout cas les associations culturelles employeuses, c'est vrai ce que dit Luc, mais il y a quand même une spécificité, c'est que si on regarde un petit peu comment elles progressent, en fait, elles progressent parce que bien sûr il y a des nouvelles créations d'associations, mais il y a aussi un allongement, on va dire, de la durée de vie des associations qui sont déjà existantes. Et ça, c'est quand même pas un phénomène anodin. Et vous l'expliquez comment ? Alors, déjà, juste pour étayer le phénomène, en 2008, on avait moins de la moitié des associations qui avaient plus de 10 ans d'ancienneté dans notre enquête. Et puis là, aujourd'hui, on en a les 2 tiers. Ce qui veut dire qu'il y a eu quand même une progression importante. Alors, comment on l'explique ? Moi, en tout cas, je l'explique par un phénomène d'institutionnalisation et de professionnalisation du secteur culturel, dont sont partie prenante les associations. Professionnalisation qui est quand même relativement récente, qui remonte à une 30aine d'années. Et en tout cas, dans ce phénomène, on pourrait dire d'une certaine manière que les associations culturelles employeuses, elles ont appris à devenir des employeurs au cours de la dernière décennie. Et ça, en fait, ce phénomène de professionnalisation, on le relève dans notre enquête à travers d'autres marqueurs que sont par exemple la généralisation de l'application des conventions collectives, que sont par exemple la régulation des écarts de salaire, que sont par exemple la progression de l'adhésion à des réseaux ou à des fédérations professionnelles. Ouais, je confirme. On en parlait avant ce débat ensemble. C'est clair que la réalité de terrain est pas la même, en tout cas en termes de charges administratives et puis de normes et de règles qui ne sont pas inutiles. Enfin, le code du travail, il n'est pas inutile du tout. Au contraire, il est là pour consolider, conforter, accompagner une professionnalisation du secteur. Donc, c'est vraiment très bien. Mais en revanche, le revers, c'est que c'est un monde aussi très technique
administratif et il faut s'acclimater. Et les professionnels de ce secteur, surtout dans le tissu associatif, ont dû s'adapter et puis se former en fait au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être un peu équipé pour arriver à gérer un peu toute cette machine, quoi. De fait, on dit souvent que dans les associations, la part artistique a diminué pour une croissance de la part administrative. Enfin, on entend beaucoup de professionnels aujourd'hui dire, on est obligé de devenir aussi des gestionnaires de dossiers, quoi. Ouais, c'est ça. La gestion prend une part hyper importante du temps de travail sur tous les métiers. Alors bien sûr, il y a des écarts quand même, mais y compris dans l'artistique, il y a beaucoup de montage de dossiers. Et puis il faut rendre compte, ça c'est extrêmement important. Dans le secteur associatif, artistique et culturel, on fait fonctionner aussi beaucoup d'argent public grâce au système de subvention avec les collectivités, mais aussi parfois des organismes spécialisés. Et donc, quand on utilise de l'argent public, on rend compte et on fait attention à ce qu'on fait avec parce que c'est le bien commun. Et donc, c'est à la fois tout à fait normal et entendable, mais c'est pas tout à fait compris dans les métiers à l'origine. Et donc, il faut adapter. À ce sujet-là, d'ailleurs, je vais poser une question un peu simpliste, mais je l'ai un peu mentionné dans mon introduction, à savoir, est-ce que la croissance du nombre d'associations ne précarise pas le métier aussi? Parce que si on fait un petit calcul mathématique de base, plus d'associations, même taux de subvention, voire certains parlent de baisse de certaines subventions, ça veut dire une fragmentation toujours plus grande des financements. Et donc, quelles conséquences ça a sur l'emploi, quelles conséquences ça a sur la création artistique? Ce sont, à mon avis, des gros enjeux. Je dirais un mot là-dessus, c'est qu'en fait, l'emploi entre notre dernière enquête et maintenant, la précédente enquête et la dernière, en fait, l'emploi a augmenté. L'emploi a augmenté de manière assez considérable. Mais quel type d'emploi? Alors après, effectivement, on a une structuration de l'emploi qui est très fragmentée. Ça, tu peux peut-être plus le détailler, Cécile. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas, dans le projet d'analyse des associations culturelles, surtout celles qui se situent dans l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que la prise en compte de cette flexibilité, de cette précarité, là, est très importante. Mais bon, décris-le peut-être plus précisément. Oui, je peux commencer à répondre sur l'emploi, puis après sur la dimension plus économique, en fait, qui est sous-jacente à la question que vous posez, la question de la redistribution, en fait, entre ces associations de l'argent public. Mais déjà, sur la question de l'emploi, peut-être pour dresser un petit paysage rapide, les personnes comment elles fonctionnent, les associations culturelles employeuses, elles fonctionnent avec des bénévoles aussi, mais ça on y reviendra, et elles fonctionnent avec des personnes qui sont rémunérées. Donc des personnes qui sont rémunérées, ce sont à peu près 90 000 salariés en CDI, 75 000 salariés en CDD, à peu près 100 000 salariés en ce qu'on appelle CDD d'usage ou CDD intermittent, et puis également, il ne faut pas les oublier, 50 000 travailleurs indépendants, artistes-auteurs, donc des gens qui travaillent sous des statuts qui ne sont pas des statuts salariés. Donc ça représente à peu près 300 000 personnes qui travaillent donc dans 40 000 associations culturelles employeuses et qui représentent à peu près 140 000 équivalents temps plein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la durée moyenne en fait du travail dans les associations culturelles employeuses, c'est un peu moins d'un mi-temps. Et ce que ça veut dire aussi, donc un peu moins d'un mi-temps, ça veut dire qu'il y a les 3/4 de ces travailleurs qui vont exercer en fait sous des contrats courts ou précaires, CDD, CDDU, donc CDD d'usage, ou encore prestations de services quand il s'agit des travailleurs indépendants. Et puis, ça veut dire aussi 300 000 personnes dans 40 000 associations, que les associations sont des structures employeuses de très petite taille. La moitié d'entre elles fonctionnent avec moins d'un équivalent temps plein, et puis à peu près 80% d'entre elles ont moins de 5 salariés permanents, c'est-à-dire des salariés en CDD ou en CDI, qui sont d'ailleurs le plus souvent des femmes. Donc c'est vrai que notre enquête confirme les caractéristiques qu'on connaît déjà bien de précarité et de morcellement de l'activité dans le secteur culturel. Ce que vous dites là, c'est qu'il y a une précarisation plus grande des femmes, là.
aussi, Bien sûr. dans les données que vous avez prises. Alors, bien sûr, je le dis comme, mais bien sûr. Oui, il y a ce qu'on appelle une ségrégation horizontale du travail, c'est-à-dire qu'on observe dans les associations, comme partout ailleurs d'ailleurs dans le secteur culturel et plus largement dans le monde du travail, que les femmes travaillent généralement dans les structures qui ont les plus petits budgets et la plus faible notoriété. Voilà, c'est-à-dire que les femmes sont plus précarisées que les hommes. Plus on augmente en fait dans les associations le niveau de budget et plus on va trouver de femmes en CDI. Plus les associations ont de petits budgets et moins on va trouver de femmes en CDI. Et c'est la même chose pour les bénévoles, c'est-à-dire que les femmes dirigeantes de CA, on va les retrouver dans les petites associations, à quelques exceptions près. Et puis, les hommes, on va les retrouver massivement dans les CA des grosses associations qui ont une forte notoriété, un fort prestige et une forte surface budgétaire. Ouais, j'allais ajouter sur la question de l'emploi et de la précarisation. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on vit dans les structures, c'est aussi quand même une transformation en 10-15 ans, a priori, d'un passage vraiment de consolidation des associations avec des budgets d'aide au fonctionnement globalement qui permet à l'association d'accueillir un certain nombre d'activités différentes simultanément à vraiment une ère d'appel à projet. Et les appels à projet morcellent effectivement les activités et de fait son financement, mais elles précarisent aussi du coup dans le temps ces emplois qui du coup doivent faire fonctionner les projets parce que on les additionne, mais enfin on peut pas avoir une personne systématiquement par projet, donc voilà donc on est obligé de morceler aussi les postes à l'intérieur avec des sortes de clés de répartition pour arriver à consolider un budget général avec ces appels à projets. Ce que vous dites, c'est qu'on est passé d'une subvention structurelle à des appels à projets en grand nombre. Ouais, c'est ça. Ce qui inclut une tendance plus très, de très travail, plus de précarité, c'est ça. Une temporalité plus courte. Absolument. Et puis des tâches administratives aussi. Donc une bureaucratisation du travail. Absolument, ouais. Et c'est une vraie... mais c'est parfois une détresse, c'est-à-dire qu'on a des métiers qui le disent et on a des gens qui ne veulent plus faire ce métier. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais en action culturelle, mais même en direction. Moi, j'ai souvenir d'une directrice qui dit, mais en fait, je ne fais plus mon métier, je fais que des dossiers. Mais ça a un impact, ça, sur l'embauche, par exemple ? Ah ouais, c'est un impact sur l'embauche. Parce qu'on parle beaucoup de certaines professions qui sont affectées par la situation actuelle et qui peinent à recruter. Est-ce que c'est le cas dans vos métiers ? Oui, puis il y a une forme d'anxiété, c'est-à-dire que l'appel à projet, la subvention, elle est soumise aussi à des politiques publiques, à des choix des partenaires. Donc en fait, quand on arrive sur un poste et qu'on doit remplir les dossiers, est-ce qu'on va être bon ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va convaincre ? Est-ce qu'on est gré à gré avec aussi nos partenaires Et donc c'est pas toujours facile de porter un peu la responsabilité. Et vraiment, cette interface administrative, elle est nécessaire, mais parfois, elle n'est pas évidente à remplir, et donc on a des gens qui sont pas à l'aise avec les missions, en effet, et qui sont pourtant sur le terrain, dans les actions, excellents et au bon endroit. Et sur le recrutement proprement dit, vous avez observé un impact ? Sur la charge administrative. Disons que est-ce que moi j'étais frappé de voir que par exemple pour certains postes du ministère de la Culture, ils relançaient les fiches de poste parce qu'ils n'avaient pas assez de candidats, par exemple. Ouais. Oui. C'est de plus en plus fréquent, ce qui n'arrivait presque jamais avant. Ouais, dans les métiers vraiment artistiques ou les techniciens. On avait ces moments-là aussi dans les festivals où on recrutait un peu au-delà des personnes qui ont l'habitude de travailler comme techniciens ou artistes, mais sur les techniciens, en tout cas, déjà, on recrutait, mais là, c'est encore plus fort. Oui, c'est encore plus fort. C'est difficile dans certains endroits de trouver effectivement des personnes qui veulent, comme avant, je veux dire, voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a une... Mais je crois que c'est pas propre aussi au secteur culturel. C'est-à-dire que, plus largement, il y a quand même un
un questionnement sur l'emploi de manière générale, sur les salaires, sur le sens qu'on donne à son travail. Et nous, je pense qu'on n'y échappe pas, quoi. Non, mais je crois qu'il y a un phénomène de crise sanitaire en ce moment qui génère tout un tas de questionnements. En tout cas, on peut pas dire que le plus gros problème, c'est la charge administrative qui fait que ça déstructure la nature du poste et des missions des personnes. C'est sûr que ça a un gros impact. On a parfois des formes d'épuisement. On se demande si des fois il vaut pas mieux consolider les fonctions support sur les charges administratives, justement pour un peu désenclaver les autres postes qui sont sur les missions sur le terrain. C'est peut-être une adaptation encore de nos activités et de nos systèmes d'organisation en richesse humaine dans les associations, quoi. C'est comment on va réorganiser son organigramme pour que justement cette charge n'impacte pas trop sur le terrain et que les gens restent pas enfermés dans leur bureau toute la sainte journée pendant que les actions se produisent sans ces personnes, quoi, qui les mettent en œuvre et qui les pensent, quoi, surtout. Oui, je pense qu'il faut effectivement distinguer un phénomène structurel et puis un phénomène conjoncturel. C'est-à-dire un phénomène structurel, c'est effectivement la montée en puissance des logiques de financement au projet qui, comme l'a très bien expliqué Lucie, ne sont pas propres au secteur culturel. C'est-à-dire que c'est lié à l'avènement de ce qu'on a appelé le New Public Management, c'est-à-dire des façons de gérer l'argent public et du coup des contraintes administratives qui bureaucratisent énormément l'activité, mais qu'on ne retrouve pas que dans le secteur culturel, qu'on va retrouver aussi dans le secteur social, et qui conduisent à une forme de marchandisation, ou en tout cas une transformation, on va dire, des relations contractuelles entre les associations d'un côté et puis les pouvoirs publics de l'autre, avec tous les effets, effectivement, précarisation, mais aussi, on va dire, tous les effets qu'on a cités sur lesquels je ne vais pas revenir. Et puis d'un autre côté, il y a le phénomène plus conjoncturel de la crise sanitaire, où on observe effectivement que sur les équipes salariées, dans les collectifs de travail, la crise sanitaire, dans la culture en particulier, a produit des effets délétères, c'est-à-dire des effets délétères qui sont liés à l'isolement en télétravail, mais qui sont liés aussi à ce que le secteur culturel a subi, c'est-à-dire des annulations, des reports, des embouteillages de projets qui génèrent à la fois de la suractivité, qui génèrent un sentiment d'inutilité ou de vacuité du travail, parce qu'on travaille, puis finalement pour rien, puisque tout ça est annulé, et puis qui bien évidemment fragilise aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les relations dans les équipes, mais aussi les relations avec les participants, avec les publics, avec les adhérents de ces associations culturelles employeuses. En tout cas, la crise, ça a mis quand même en évidence la précarité et la flexibilité de l'emploi dont parlait Cécile. S'il y a 2/3 des personnes qui travaillent qui sont dans des CDDU, CDD, auto-entrepreneurs. Par exemple, l'auto-entrepreneuriat, on n'a pas pu le mesurer il y a 10 ans, mais en attendant, c'est quand même un phénomène qui est assez important et qui même, voire explose. Et donc là, forcément, dans une période de crise comme ça, cette précarité, elle saute aux yeux, quoi. Et là, ça a mis en évidence quand même l'urgence de travailler justement sur une plus grande protection de tous ces travailleurs, ces travailleuses qui font la valeur de tout notre secteur. Donc au-delà des artistes et des techniciens, de tous les autres qui travaillent de cette manière précaire, là la crise a mis en évidence qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas poursuivre sans réfléchir à une refonte du système même de protection sociale, parce qu'on est là pour le coup dans la culture, on est aux avant-postes de la précarité, quoi. Et ça, cette crise, ça a vraiment mis en évidence qu'il y avait un travail vraiment de refonte de protection sociale important à faire, quoi. Et cette prise de conscience ou cette prise qui était déjà un peu là en fait avant, mais qui est rendue peut-être plus massive par la crise sanitaire. Vous voyez des choses avancer en réponse côté des collectivités, du côté du ministère, du côté où pour l'instant on en est encore à une phase d'incertitude liée à la crise sanitaire, c'est que là pour l'instant on a les pieds dedans, donc... Disons que sur le plan, on va dire, de l'impact économique qui
qu'ils soient donc pour les associations culturelles employeuses ou pour leurs salariés et travailleurs. Il est sûr que pour l'instant, on observe que les subventions, d'une part, le maintien, en tout cas dans la majeure partie des subventions d'une part, et puis les aides ont joué un rôle d'amortisseur de la crise. Mais c'est des aides ponctuelles. Mais ce sont des aides ponctuelles. Et effectivement, le secteur a été accompagné. Après, comme il y a une diversité de taille, de structure, voilà, d'activités, etc. On a perdu en diversité. Je pense qu'il y a, les plus fragiles n'ont pas, malgré les aides, je pense, ont vraiment mal vécu cet arrêt brutal. Et puis après, faut redémarrer, faut avoir les projets, etc. Donc je pense que ça a touché surtout la diversité des acteurs. Pour l'autre partie, oui, c'est sûr, on est accompagné et c'est vrai, les subventions globalement ont été maintenues et puis les dispositifs d'aide au maintien des emplois en fait a été là. Après, heureusement qu'il y a eu quand même une aide sur les intermittents, mais clairement là aussi, les équipes artistiques, elles ont vraiment été durement impactées. On a des phénomènes de reconversion, on a des gens qui partent aussi de la région. On a une forme d'exode urbaine. Donc, on a des gens qui sont plus dans le secteur. Donc, sur certains territoires, on va dire que la cartographie des acteurs a été un peu bougée, remaniée. Donc, il faut retrouver un peu des repères. Je pense que l'envie, elle va renaître, mais on est encore très paralysé. Et puis, ça change tout le temps. Donc, c'est difficile de faire des projets sur la durée, en fait. Et des projets artistiques et culturels, c'est sur la durée par définition, ça s'inscrit dans le temps. Même si dans le spectacle vivant, on travaille sur la question de l'éphémère et du live. En fait, il y a toute une préparation, il y a toute une conception. Et voilà, là, c'est très impacté, à ce niveau-là. Je pense que... Comme toujours, il y a beaucoup d'inégalités aussi. Il y a ceux qui ont, qui sont plus reconnus, qui ont des subventions régulières. Ça, c'est des structures qui vont s'en sortir. Nous, sur les dernières enquêtes qu'on a fait avec une quarantaine d'associations, avec l'UFISC, une quarantaine de fédérations, avec l'UFISC, ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, les différentes mesures permettent de contenir en fait les déficits, même si effectivement il y a des pertes, entre autres de recettes propres, ça c'est clair. Et donc comme nous on est quand même sur nos 40 000 associations, j'allais dire, je sais pas, les 3/4 elles ne fonctionnent pas, j'allais dire, avec des grosses subventions, et pour beaucoup n'en ont pas. Et donc effectivement on va avoir des pertes de recettes. Qu'est-ce que ça va être en 2023, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est au niveau des revenus. On en revient à la précarité des personnes qui travaillent. Je pense que la perte de revenus personnels des personnes qui travaillent dans le secteur culturel, elle va être de l'ordre de 25 à 30%. Il y a une grosse baisse de revenus. Donc là, on touche vraiment la personne. On n'est plus sur la structure. Et je crois que c'est ça qui va être le plus impacté. Ça, c'est les personnes. Oui, et puis en fait, sur le modèle économique de main-d'œuvre et de l'usine à chapeau, finalement, il y a des similitudes, et notamment le fait que ce sont des budgets hybrides. Donc il y a des recettes et des ressources variées et qui s'interconnectent. On parlait de mutualisation tout à l'heure. Quand on regarde ces budgets, on les voit. Donc l'écriture. C'est quoi cette hybridation ? Eh bien, il y a plusieurs types de ressources propres dans l'association, en fait. Il y a des ressources publiques, il y a des ressources propres, et il y a un équilibre à maintenir. Souvent, la règle, c'est d'être un peu moite-moite, 50%. Ça varie selon les années, les appels à projets et les fluctuations de subventions, mais bon, c'est un peu l'idée d'avoir cet équilibre-là, parce qu'il faut que l'association puisse maintenir un peu son cap et soit pas complètement dépendante d'un système de financement public. Donc c'est vraiment important, mais du coup, là, on voit que nos modèles économiques sont fragilisés parce qu'on n'arrive plus à atteindre nos niveaux d'autofinancement comme par le passé. Et c'est là où et en fait, c'est l'interaction de ces ressources différentes et cette mutualisation, en fait,
par clé de répartition, j'y reviens, mais c'est vraiment ça qui fait que ça maintient un équilibre global. Et là, oui, on est en train de fragiliser le modèle économique, en fait. Et on tient comme ça. On se parle entre collègues, entre fédérations aussi. C'est vrai qu'on, pour l'instant, on tient, mais il y a un moment où, en fait, ça baisse et puis sans compensation, on va être dans un décalage trop fort. Donc, il va falloir réadapter un peu l'offre et la demande aussi. C'est un peu ça, finalement. Et c'est clair que ça pourra avoir un impact sur nos emplois, puisque on a une forme de prestation de service quelque part dans nos associations, que ce soit sur des activités de pratique amateur ou bien des activités de restauration, de bar, enfin voilà, qui permettent aussi d'apporter des ressources. Et quand c'est impacté, eh bien, c'est les emplois directement derrière qui le sont. Cécile Offroy. Oui, alors puisque Lucie faisait référence avant la crise sanitaire, effectivement, du coup, notre enquête, elle nous donne un peu des éléments du modèle économique des associations. Alors, avec beaucoup de variations dans ces associations, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose sur une radio associative ou sur une compagnie théâtre ou sur un lieu de diffusion, donc beaucoup de diversité. Mais on va dire que le modèle économique hybride que vous évoquiez, il est composé pour les associations, à peu près pour moitié de recettes d'activité, c'est-à-dire ce que les associations vendent en termes de billetterie, de spectacles, de prestations d'ateliers, d'œuvres d'art, etc., etc. Et ça représente quand même 50% du budget des associations culturelles employeuses. Et un bon tiers est composé par les subventions publiques. En tout cas, en 2018, c'était le cas. Donc, ces subventions publiques, d'où elles proviennent aux 3/4 des collectivités territoriales, ce qui est principalement de la commune. Donc, ce qui n'est pas neutre non plus. Donc, quand Lucie parlait de fragilisation du modèle économique, il faut aussi savoir que le budget moyen des associations culturelles employeuses en 2018, c'était 170 000 €. Donc, c'est pas énorme. Et le budget médian, donc c'est-à-dire celui en dessous duquel se situe la moitié des associations, il est autour de 80 000 €. Donc, on est quand même sur des structures de petite taille, donc qui sont extrêmement exposées à la fragilisation de leur modèle économique par la crise sanitaire. Alors là, on parle de la redistribution, on va dire inégalitaire de manière générale des budgets. Est-ce que vous constatez aussi une redistribution on va dire inégalitaire pour rester dans le même axe, des domaines artistiques. Est-ce que selon les domaines artistiques, il y a des variations ? Alors, je dirais que la question de la redistribution inégalitaire des subventions publiques, elle se situe à 3 niveaux en fait. Le premier niveau, c'est, on l'a dit, vu le poids des collectivités locales dans leur financement, c'est pas la même chose d'être une association dans une petite commune rurale et puis d'être une association dans une métropole urbaine. Voilà, on n'accède pas au financement public de la même façon. Le deuxième point, c'est aussi que le taux de subventionnement n'est pas le même selon qu'on est une grosse association ou une petite association. C'est-à-dire que plus on est une grosse association et plus on a... Grosse au sens... Donc, au sens de nombre d'emplois ? Non, du nombre d'emplois et du budget qui sont de toute façon liés, mais on va dire que les associations qui ont plus de 75% de subventions ont un budget moyen de 275 000 €. Alors que les associations qui ont moins de 25% de subventions ont un budget moyen de 130 000 €. Voilà. Donc on voit qu'il y a un écart du simple au double, c'est-à-dire plus on a une surface financière importante et plus on touche de financement, évidemment, mais aussi plus on a une proportion, une part, un taux de subventionnement élevé. Puis le troisième endroit de répartition inégalitaire de ces subventions, c'est effectivement les domaines et les fonctions. C'est-à-dire que tous les domaines culturels ne bénéficient pas du même volume de subventions. Par exemple, les associations de création qui sont principalement situées dans le spectacle vivant, mais c'est aussi le cas des associations de préservation qu'on va trouver principalement dans le domaine du patrimoine. Mais les associations de création et de préservation, elles sont 2 fois moins subventionnées que la moyenne des associations. Donc on a un domaine de sous-financement de la création. Si on met de côté le patrimoine, qui est peut-être moins notre sujet aujourd'hui, ce que vous dites, c'est qu'il y a clairement
un sous-financement de la création artistique. Oui, un sous-financement de la création et un surfinancement de l'administration et de la diffusion. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas neutre, puisque ça révèle aussi des orientations en termes de politique publique qui ont longtemps été dirigées vers l'offre culturelle et non pas vers la création ou vers les droits culturels, par exemple. J'ai une dernière question. Ça a été évoqué par Cécile Offroy, la place du bénévolat dans les associations culturelles et notamment les associations culturelles employeuses. Oui, c'est une donnée importante, quoi, parce que c'est pratiquement plus de 50 millions d'heures de bénévolat. Donc c'est souvent quand on parle du modèle économique, il y a une partie monétaire, les subventions, les recettes, et il y a un troisième pôle que nous on appelle le non monétaire, mais la réciprocité, qui comprend le bénévolat, bien évidemment, et qui comprend le troc, l'échange. Et c'est vrai que ce troisième pôle rentre pas dans le plan comptable, mais il est fondamental dans le modèle socio-économique de ces associations. Et surtout, il est fondamental pour qu'elles fonctionnent, mais il est fondamental aussi pour comprendre que ce qui, finalement, au-delà de l'apport quelque part aussi monétaire que peut avoir le bénévolat dans une association, ce qui est plutôt important, c'est le sens de la dynamique que ça donne à ces projets. C'est ce qui fait la singularité de ces associations par rapport à l'institution ou au marché. C'est la volonté des gens de participer à cette dynamique d'échange culturel. C'est ça le plus important. Sur la vision, je l'entends bien. Moyennant quoi, est-ce qu'on pourrait pas penser que certains profitent du bénévolat pour faire de l'emploi déguisé ? En fait, quand on regarde l'étude qui a été faite sur les festivals, c'est assez étonnant. Les festivals ont interrogé, ce qui est très rare, les bénévoles eux-mêmes, les individus. Et en fait, on s'aperçoit que les postes occupés par les bénévoles sur les festivals, en fait, c'est pas des postes occupés par des salariés. Même quand elles sont, par exemple, dans l'accueil du public, il y a des personnes salariées qui s'occupent de la sécurité et elles vont accueillir, elles vont être presque médiatrices entre le public et après, ils ont questionné aussi sur pourquoi ils venaient. Et finalement, il y en a 10% qui viennent parce que ça peut être une première expérience professionnelle qui peut éventuellement leur donner envie de poursuivre. Mais en fait, ça se recoupe très peu. Non, ça se recoupe très peu sur cette question-là. Nous, dans notre enquête, effectivement, ce dont on s'est aperçu, c'est que le bénévolat ne vient pas remplacer le salariat, en fait. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que plus les associations ont de salariés, plus elles sont fortes et plus elles ont de bénévoles. C'est cette professionnalisation dont vous parliez tout à l'heure. Oui, mais du coup, c'est pas le bénévolat ne vient pas seulement en appui à des associations qui ne pourraient pas avoir de salariés. Au contraire, plus il y a de salariés et plus il y a aussi de bénévoles dans les associations. Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Luc, parce qu'en fait sur le plan comptable, ça compte. Et il y a eu une réforme du bilan comptable pour les associations où vraiment on le comptabilise, on le valorise, et c'est obligatoire en fait. Du coup, c'est un poids en fait, et ça doit être valorisé. Et puis après, oui, en fait, c'est impossible d'avoir cette. En fait, c'est la question du travail associé. Donc, c'est-à-dire que il se joue dans la relation salarié-bénévole quelque chose d'assez intime et qui va dépendre de chaque personne et de chaque envie en fait de faire quelque chose. De pourquoi on s'investit dans une association, c'est vraiment très intime ça. Ça dépend de chaque parcours en fait, de pourquoi il n'y a pas de règles en fait. Mais ce qui est intéressant de travailler dans cette relation, c'est à la fois l'ancrage, parce que les bénévoles souvent sont locaux, ce sont des gens qui habitent là. Or, les salariés peuvent venir. Moi, je traverse plusieurs départements pour aller à main-d'œuvre et je travaille avec des bénévoles qui sont autour, qui sont des voisins, qui ont du coup une température en fait du lieu, de leur histoire. On va apporter comme ça quelque chose de très puissant. Et du coup, c'est cette relation d'interconnaissance et d'échange. Parfois, les bénévoles apprennent aux salariés des choses, et puis parfois c'est l'inverse. Et c'est vraiment ce fluide-là quoi, qui nourrit toute l'association quoi, et qui fait que c'est un projet connecté et qui ressemble au territoire quoi. C'est sur cette note collaborative que nous allons conclure ce débat. Merci à chacun pour votre participation. Je rappelle l'étude. Les associations culturelles employeuses en France,
donc édité par Opal. Vous pouvez la trouver en téléchargement gratuit sur le site d'Opal, www.opal.asso.fr. Et je vous ai proposé, pour finir sur une note de création artistique, sous-financée mais pas sous-valorisée, de parler d'une œuvre récente que vous avez vue et que vous avez aimée. Alors je laisse la parole à Cécile pour commencer. D'accord. Alors moi j'ai choisi une composition d'un groupe de thrash metal. Qui s'appelle, donc la composition s'appelle The Enemy of Earth is You, et donc ce groupe s'appelle Voice of Bass Prot, et c'est un groupe que j'ai découvert grâce aux dernières rencontres transmusicales de Rennes. C'est un groupe que j'aime beaucoup parce qu'à la fois il y a une finesse et mélodique, technique du jeu, une énergie très forte, mais ce que j'aime aussi beaucoup dans ce groupe, c'est que c'est un groupe qui bat en brèche tous les préjugés en fait, puisque il s'agit d'un groupe qui est issu d'une ville moyenne, mais pas une ville moyenne allemande ou américaine, non, c'est une ville moyenne indonésienne, qui est composée, qui est un groupe exclusivement féminin, qui est composé de 3 femmes, très jeunes, des très jeunes femmes qui ont la vingtaine, et qui, en plus, sont musulmanes. Elles ont commencé, elles avaient 14 ans, ouais. Elles sont musulmanes, puisque l'Indonésie est un des plus grands pays, musulmans au monde, même le pays musulman le plus grand au monde. Et elles sont très pieuses, elles portent le hijab sur scène, et elles sont en même temps féministes et écologistes. Et je trouve que voilà, c'est très intéressant de voir que ce groupe vient nous questionner à tous les endroits des préjugés qu'on pourrait avoir. Lucie ? Ouais, moi, dans la veine féministe. non, mais en fait, j'ai choisi. C'est un complot. Non, mais ça fait du bien de parler de création artistique féminine. J'ai choisi de parler de Frida, qui est une artiste que j'ai découvert à main d'œuvre grâce à une de nos programmatrices dans le collectif Sur Mesure, qui est le collectif de programmation en résidence à main d'œuvre qui programme pour main d'œuvre. Elle s'appelle Daphné Oningam, elle est dans notre équipe, et en fait elle par ailleurs pilote un projet d'accompagnement de la création artistique féminine avec des artistes qui rentrent dans un dispositif. Et Frida a été lauréate et elle est aujourd'hui marraine de ce dispositif, donc elle accompagne maintenant d'autres artistes qui viennent répéter et travailler à main d'œuvre toujours. Et elle a joué en concert en début là de ce semestre, septembre, octobre, je sais plus, je crois que c'était septembre, mais c'était juste magique. Donc c'est une sorte de soul hyper rythmée, mais très ambiante aussi, avec des nappes. J'aime trop. Elle a une voix de dingue et surtout elle dégage quelque chose de très très fort, parce que en fait elle emmène tout le monde dans une envie de lâcher un peu prise et de travailler sur la confiance en nous les femmes, et elle en parle tout son spectacle, et donc à la fin on a l'impression d'avoir vécu une catharsis, quoi. On a évacué, on se sent regonflé, et les hommes aussi, parce qu'elle en parle aussi. C'est la relation femme-homme aussi qui est abordée, et on est très très fiers de l'avoir à main d'œuvre. Luc ? Moi, c'est aussi une artiste féminine. Le spectacle s'appelle Lumen. C'est une compagnie suisse qui s'appelle Prototype Statue et qui est dirigée par Jasmine Morand. Et donc, Lumen, c'est un dispositif absolument incroyable. Alors, c'est tout un travail autour beaucoup du visuel, de l'obscurité à une lumière très intense. Et le dispositif est vraiment hyper... c'est très troublant. C'est un pan, les danseurs, donc il y a 13 danseurs-danseuses sur un pan qui est incliné. On ne les voit pas, on est dans le noir, on voit juste des bouts de bras qui apparaissent, mais en fait ils apparaissent dans un grand miroir dans lequel leur corps se reflète. Et pendant un bon moment, on ne comprend pas. Et quand on comprend, on s'aperçoit que y a tout un travail autour de la perception qui est incroyable. On les croyait debout, en fait ils sont couchés. On croyait qu'ils tombaient, et en fait ils glissent. Et il y a tout un travail qui est fait comme ça sur la perception visuelle qui est vraiment c'est très conceptuel et en même temps c'est très esthétique. C'est vraiment super. Et donc elle, c'est une artiste qu'on pourra aller elle est au théâtre de Beson. Elle est en résidence, je crois, pendant 3 ans. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de la revoir. C'est un super spectacle. Puis moi, j'ai choisi le roman d'un homme. Lila Rouge de Reinhard Kaiser Mühlaeker, qui est probablement le plus
le plus grand roman que j'ai lu depuis longtemps. Ça fait 700 pages. C'est un récit grandiose, une fresque monumentale qui raconte en fait l'histoire d'une famille autrichienne marquée par le nazisme et une apparente malédiction transmise de père en fils. Et en fait, il s'agit pour l'auteur de faire un peu le bilan face à ce crime. En fait, ça n'a jamais été vraiment fait en Autriche, et de savoir la part de responsabilité dans les faits qui sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il retrace cette histoire et comment ils assimilent. Et c'est une parole qui est à la fois balbutiante et en même temps grandiose. Là, je veux saluer la traduction absolument fantastique d'Olivier Lelay, et qui nous offre en fait une ouverture sur toute l'Autriche contemporaine de 1940 à 42-43 à presque nos jours. Vraiment fantastique sur le fond et sur la forme. Merci encore à vous. Merci à la réalisation. Merci à Marine Chantegrel, notre productrice. Et je vous souhaite une bonne journée.